Vous écoutez Les passeurs de cartes, tome 1, La carte des ombres. Un livre écrit par J.F. Penn et lu par la voix modélisée de Frédéric Dufort. Prologue. Michael Farren était installé au bureau de sa boutique de vieilles cartes. Devant lui, un vieux parchemin représentait l'ancienne ville de Bath. Un énorme globe terrestre était posé sur une table basse, ses teintes sépia dévoilant le monde d'un 17e siècle qui n'existait plus. Les frontières n'étaient plus les mêmes. Les noms des pays avaient changé. Et pourtant, Michael le conservait pour se souvenir de ce qui avait un jour existé. Et de ce qui pouvait à nouveau exister. Sa boutique était établie dans les bâtiments Élisabeth, à l'angle du Circus, qui était une terrasse circulaire construite autour d'un des portails qui menaient aux frontières. Chaque jour, Michael vendait des cartes anciennes aux touristes. Chaque nuit, il observait et patientait, surplombant la ville tel un garde silencieux. De sa main noueuse, il tenait le stylo à plume utilisé durant sa longue vie de cartographe. À l'aide du bec fin de sa plume, il traçait de pâles lignes sur une carte. La main de Michael trembla lorsqu'il grava à l'encre de sang et de poids des lignes qu'il ne connaissait que trop bien. Il tenta de se concentrer sur l'arc du Royal Crescent, la ligne droite de la rue Brock et les courbes du Circus. Il s'agissait d'anciens symboles représentant un croissant de lune rattaché au soleil par des lignes de lait épaisses qui faisaient référence à un pouvoir provenant du plus profond de la Terre. Le Circus était construit sur le modèle de Stonehenge. La circonférence externe concordait avec le temple du pouvoir druidique, non loin de Bath, sur le mont Salisbury. Les passeurs de cartes avaient protégé les terres frontalières pendant longtemps, mais aujourd'hui, quelque chose approchait. Cette chose puissante à l'épreuve du temps avait attendu que le ministère s'affaiblisse. Désormais, il ne restait que très peu de passeurs de cartes de sang pur, et le nombre de cartographes de l'ombre augmentait. L'horloge sonna 1 heure du matin, et le cri d'un oiseau nocturne résonna de l'autre côté de la fenêtre ouverte de Michael. L'air sentait l'été, les fleurs de sureau et les chèvrefeuilles. Mais soudain, une autre odeur lui parvint. Celle du soufre. Il y eut des vibrations dans l'air, puis le vent se leva et commença à souffler dans la boutique. Les cartes accrochées au mur se soulevèrent. Leur bruissement évoquait un bouleversement, celui de la modification des frontières. « Non, non », chuchota Michael, tandis qu'il traçait à toute vitesse des lignes sur sa carte pour tenter de restaurer l'intégrité du plan de la ville. L'encre commença à se déverser sur la page au fur et à mesure de ses grattements de plumes. Un épais et lent écoulement d'encre noire obscurcit les rues géorgiennes qu'il avait tracées avec précision. Dans son reflet, Michael aperçut les formes menaçantes de plusieurs créatures des terres frontalières qui se déplaçaient furtivement à travers les arbres en montrant leurs dents acérées. La carte se modifia alors. Les rues de Bath se transformèrent, tandis que l'obscurité se faufilait à travers les places et les jardins fleuris. Il saisit son téléphone, tapa la clé de cryptage qu'il n'avait utilisée qu'une fois auparavant, lors de jours plus sombres qu'il avait espéré ne jamais revivre. « C'est en train de se réveiller. Je vais effectuer le rituel. Envoyer Bridget aussi vite que possible, mais je vais commencer sans elle. Il n'y a pas de temps à perdre, » annonça-t-il à l'officier du ministère qui avait décroché. Ignorant les protestations à l'autre bout du fil, Michael raccrocha. Il s'empara de sa sacoche en cuir, traversa le perron de la porte et s'engagea dans la rue piétonne. Au-dessus de lui, les nuages filaient à travers la nuit. Un vent glacial fouetta soudain son manteau au niveau de ses jambes, soufflant en rafales dans les rues et entre les bâtiments. Un grognement se fit entendre, celui du son féroce d'une créature sauvage qui n'avait aucun droit de se trouver dans cette ville. Michael pressa le pas jusqu'à se mettre quasiment à courir. Il dépassa la galerie d'art et tourna à gauche. Le Circus était seulement à quelques mètres. Un épais brouillard, semblable à une brume ondoyante de couleur grise, obscurcit le cercle de platanes au centre de la terrasse géorgienne. Les faisceaux des lampadaires vacillèrent, tandis que Michael pénétrait dans le cercle d'arbres, prenant une grande inspiration
en même temps qu'il essayait de voir au travers du brouillard. Le tonnerre gronda au-dessus de lui, et le flash d'un éclair illumina le ciel, formant une voûte au-dessus de la brume, tandis qu'il commençait à pleuvoir. Il y avait des silhouettes dans le brouillard, des corps avec des dents pointues qui se déplaçaient furtivement dans l'ombre. Ces silhouettes arpentaient les recoins ombragés et tentaient de repousser l'homme en dehors du cercle. Le cœur de Michael battait à tout rompre. Cela faisait un long moment qu'il n'avait pas fait face à des créatures des terres frontalières, qu'il n'avait pas puisé aussi profondément dans son sang magique. Il avait espéré que le sacrifice de sa lignée familiale était terminé et que renouveler des lignes sur des cartes serait suffisant. Mais les frontières de l'Earthside se brouillaient. Ces lignes protégeaient Bath et ce côté du monde. Alors il devait pénétrer dans ce cercle, car inscrire les lignes protectrices directement dans le sol était bien plus puissant que les graver sur une carte. Michael se dirigea vers la brume, serrant contre son torse sa sacoche, qui contenait son instrument de cartographe. Il ouvrit le rabat et prit la vieille boussole à 5 points cardinaux qui se trouvait à l'intérieur. Cette boussole en argent, rangée dans une pochette dont les teintes viraient vers l'ivoire, avait été fabriquée au XVIIe siècle, du temps de l'exploration, lorsque les cartographes découpaient la Terre pour tracer les frontières qui dessineraient le futur paysage géopolitique. Cette boussole était présente lors de la division des frontières, lorsque ses ancêtres les avaient délimitées. Depuis ce jour, son aiguille pointait vers le nord. Mais ce soir, l'aiguille tournait sur elle-même, oscillant, faisant des va-et-vient, incapable de trouver le bon cap. Michael la glissa dans la poche de son manteau et esquissa un pas en avant, se préparant à entrer dans le brouillard. La brume s'agita devant lui et s'enroula autour de sa jambe. La pression subtile l'analysa, le testa. De l'air frais parcourut son corps jusque dans ses os, et il sursauta. Michael sentit en ces lieux la présence d'un cartographe de l'ombre, un de ceux qui avaient voulu redessiner les frontières et les ouvrir aux hordes de sauvages qui se trouvaient au-delà. Il devait se rendre au centre du cercle avant qu'il ne soit trop tard. Il franchit la brume et la ville de Bath s'éloigna. La terrasse circulaire disparut tandis qu'il parcourait le brouillard. Le cercle d'arbres était seulement à quelques mètres, mais c'était comme si Michael s'était engouffré dans une forêt dense. D'épais troncs se dressaient devant lui. Les feuilles tombaient avec la pluie, comme si elles aussi venaient du ciel. L'air était lourd, et la respiration de Michael devint laborieuse. Il commença à avoir du mal à respirer à cause de l'atmosphère pesante qui l'entourait. Cela empestait les terres frontalières. Il y avait une odeur de soupe fétide de peau en décomposition, malade et mourante, mais également de saleté, celle de ceux qui se rassemblaient dans les camps sans espoir. Tout l'inverse de la civilisation pure de Bath, que Michael et le ministère s'efforçaient de protéger. Un grognement vint de plus loin, suivi d'un autre. Il s'agissait de hurlements de loups sauvages qui avaient un jour erré jusqu'ici sur ces terres. Ils avaient été repoussés dans les terres frontalières lorsqu'ils avaient été chassés jusqu'à la limite de l'extinction, comme tant d'autres espèces dans ce monde et au-delà. Michael ne pouvait se permettre de les autoriser à rôder à leur guise dans la ville. Il en aperçut un derrière un arbre, droit et immobile, ses yeux jaunes fixés sur lui. Il grogna, montrant ses dents, et ce son fit frissonner Michael jusque dans sa colonne vertébrale. Le grondement de ce prédateur déclencha une vieille peur enfouie au fond de lui. Mais c'était son territoire ici, et il avait toujours des pouvoirs en sa possession. Il prit un couteau de rituel dans sa sacoche. La lame jaune ivoire était attachée grâce à une série de nœuds faits avec une sangle en cuir. À l'époque des druides, la lame avait été utilisée pour des sacrifices lors de nombreuses lunes et chaque goutte de sang avait renforcé son pouvoir. Les cartographes de sang utilisaient ce genre de lame pour marquer les limites de l'Earthside. Ce soir, Michael l'utiliserait une nouvelle fois. Il fit face au loup et se redressa de toute sa hauteur, les épaules droites. Il croisa son regard en tenant le couteau devant lui d'une main ferme. Le loup sentit quelque chose de dangereux au plus profond de l'homme, alors il recula et disparut derrière un arbre. Michael comprit qu'il reviendrait accompagné de sa meute. Ces prédateurs étaient seulement les précurseurs de ce qui se trouvait au-delà et étaient envoyés en tant qu'éclaireurs
pour voir combien de temps le portail resterait ouvert. Or, cette fois-ci, le portail pouvait rester ouvert longtemps. Michael n'avait plus de temps. Il marcha jusqu'au centre du cercle d'arbres géants, récitant en boucle la longitude et la latitude de l'endroit où il se trouvait, les coordonnées géographiques qui ancraient le portail à l'Earthside. Sa voix se fit de plus en plus forte, et la répétition des nombres ressemblait à une incantation. Il planta ses pieds dans le sol et releva ses manches, dévoilant ses avant-bras à la brume fraîche. De la fumée tourbillonnait autour de lui, tiraillant presque ses cicatrices qui avaient transformé sa peau en un tatouage terne. Ses veines étaient emplies de la magie pure qui caractérisait les cartographes de Sang. Michael savait qu'il devait à nouveau faire appel à cette magie. Tandis qu'il récitait les nombres qui reliaient cet endroit à la réalité, il plaça le couteau contre la peau de son bras gauche et commença à taillader sa chair pour y dessiner les lignes du portail. Le cercle et son croissant, joints par les lignes de l'ail. Il tomba à genoux, laissant le couteau tomber à ses côtés pendant qu'il enfonçait un doigt dans sa plaie. Par la suite, il peignit, sur le sol, le symbole ancien de la boussole à 5 points cardinaux, le sceau des cartographes illuminés. L'orage au-dessus de lui se calma. Le vent balaya les branches des arbres qui fouettèrent le vieil homme dont le sang gouttait par terre. Ses forces l'abandonnaient, et une lourdeur accablante s'empara de lui. Des pouvoirs sombres virevoltaient autour de lui, et sa voix faiblit. Il hésita tandis que les nombres vacillaient dans son esprit. Son sang continuait à couler, mais ses doigts s'immobilisèrent sur le sol. Il était soudain paralysé, incapable d'émettre le moindre son. La silhouette d'un homme se dessina à travers les arbres. Ses traits étaient dissimulés par le brouillard, mais il portait visiblement une cape en fourrure de loup, artefact des terres frontalières. Michael comprit qu'il venait de l'Earthside. Cet homme marchait entre les mondes. C'était un cartographe de l'ombre, un de ceux qui redessinaient les cartes à la recherche d'un nouvel ordre mondial. Il dégageait quelque chose de familier. Mais la brume, pesant sur l'esprit de Michael, brouilla sa vision, et il oublia immédiatement cette dernière réflexion. Un grognement rauque retentit derrière lui. Le loup qui s'était retiré dans l'obscurité se tenait à présent menaçant aux côtés du cartographe de l'ombre. Derrière lui, la meute patientait, les yeux fixés sur leur proie. « Tu es trop faible cette fois, vieil homme. Ton espèce s'éteint et les terres frontalières reprendront bientôt ce que tu as gardé loin d'eux pendant trop longtemps. » Michael entendit les mots comme s'ils venaient de loin, car le son était brouillé par l'atmosphère pesante. Auparavant, jamais cet homme n'aurait osé lui faire face. Mais ce soir, il connaissait la vérité. Michael était fatigué et sa magie avait diminué. Sentant le vieil homme s'affaiblir, les loups s'approchèrent pour l'encercler. Michael se saisit à nouveau de son couteau. Ses mouvements étaient lents, comme s'il bougeait sous l'eau. La lame était lourde dans sa main, et ses forces le quittèrent au fur et à mesure que son sang s'écoulait sur le sol. Un loup s'élança pour lécher le sillon vermillon. Michael brandit le couteau pour trancher l'air devant lui. Son ennemi l'esquiva aisément, tandis qu'un autre loup bondissait pour mordre la jambe de Michael. Le poids de l'animal lui fit perdre l'équilibre. La meute forma un cercle menaçant autour de lui. 2 d'entre eux surgirent dans son dos, grognant en même temps qu'ils déchiraient ses vêtements et trouaient sa peau. Michael fit volte-face, mais 2 autres loups bondirent à leur tour. Ils étaient trop nombreux. Peut-être que cela avait été leur plan depuis le début. Après tout, il était le gardien de ce portail. C'était sa responsabilité. Il pensa à Bridget, en chemin depuis le ministère. Il ne pouvait pas la laisser se faire prendre également. Il ne lui restait qu'une chance de fermer le portail, même si la solution serait temporaire. Pour le moment, c'était la seule solution. Il leva les yeux vers l'homme inquiétant qui l'observait depuis les ombres et savait visiblement sa victoire proche. Non. Cela s'arrêterait ici même. « Pour Galilée !» cria Michael, sa voix s'intensifiant alors qu'il déclamait l'adage des cartographes illuminés. Les loups grognèrent et bondirent sur leur proie. Michael leur tourna le dos, usant de ses dernières forces pour repousser la meute.
Il tourna la lame contre lui, la pressa contre son torse et s'élança vers le platane le plus imposant. Le choc contre le tronc enfonça la lame dans son cœur. Michael se tordit sur le côté et se blessa davantage en s'effondrant sur le sol. La douleur parcourut son corps, tandis que son sang se répandait sur les racines de l'arbre. Son sacrifice fit renaître le portail. La brume s'enroula sur elle-même, semblable à un vortex, et les loups grognèrent alors qu'ils étaient renvoyés dans les terres frontalières. Michael, toujours à terre, haleta de douleur et tenta de tenir suffisamment longtemps pour s'assurer que tout rentrerait dans l'ordre. Le cartographe de l'ombre, immobile, l'observa un moment. De toute évidence, il faisait de son mieux pour résister à l'aspiration du vortex. « Ton espèce s'éteint. Ta mort repoussera à peine l'échéance du changement à venir, » murmura-t-il. Il se baissa pour ramasser la boussole à 5 points cardinaux de Michael et la glissa dans sa poche avant de se retourner et se diriger vers le portail, entraînant les dernières langues de brume avec lui. L'immense bâtiment géorgien apparut de nouveau, et à travers les branches du platane, Michael put discerner les étoiles au-dessus de lui. C'était toujours sa terre, et Bat était sauve. Pour le moment. Tandis que les battements de son cœur ralentissaient, que sa peau devenait de plus en plus froide, Michael repensa à sa petite fille, Sienna. Il ne l'avait pas vue depuis si longtemps. Il était resté à l'écart, désireux de la protéger d'un futur qu'il ne souhaitait à personne. Mais désormais, elle serait peut-être leur seul espoir. Celle qui fermerait le portail une fois pour toutes. Chapitre 1. Les pas de Sienna Faren résonnaient dans le long et sombre couloir, dans lequel de nombreux livres étaient rangés sur des étagères qui s'étiraient de chaque côté de l'allée. Au fur et à mesure que Sienna parcourait les lieux, de faibles lumières s'allumaient, déclenchées par ses mouvements. C'était comme un bunker ici. La fin du monde pouvait avoir lieu au-dessus d'elle. Dans les rues d'Oxford, Sienna serait en sécurité grâce à l'amas de vieilles briques qui l'entouraient. Cette idée la fit sourire. Elle pourrait construire un abri dans les rayons souterrains de la bibliothèque Bodleian, un repère de pages déchirées. Pour se tenir au chaud, elle allumerait un feu à l'aide de papier qui avait un jour été précieux, mais était désormais à peine plus que du combustible. Elle aurait pu lire toute la journée et la moitié de la nuit. Qui pouvait se sentir seule quand il y avait autant à apprendre? Elle se rendit dans une partie plus ancienne de la bibliothèque. Les étagères en métal étaient fonctionnelles et menaient vers des rayonnages en bois composés de linteaux sculptés et de roues qui permettaient de les bouger simultanément. Sienna fronça les sourcils. Elle ne reconnaissait pas cette section. Elle s'arrêta, tira sur une corde pour allumer la lumière et se pencha afin de lire la signalisation à la fin de l'allée la plus proche. Géopolitique des limites et des frontières. Elle fronça à nouveau les sourcils et vérifia la cote inscrite sur le papier qu'elle tenait. Celle-ci faisait référence à un tout autre emplacement. La jeune femme soupira. C'était seulement sa 2e semaine de travail à la bibliothèque et elle était de nouveau perdue. Elle aurait dû tourner à gauche au rayon métaphysique, mais elle avait continué tout droit. S'il l'avait su avant qu'elle n'ait pu retourner sur ses pas et retrouver son chemin, le directeur de la bibliothèque aurait émis une exclamation désapprobatrice, puis aurait regardé sa montre, son front plissé et les sourcils froncés. Les livres étaient ce qui importait, puis venaient les usagers, et définitivement en dernier se trouvaient les simples employés. Sienna se retourna pour évaluer le chemin qu'elle avait parcouru. Les étagères s'étiraient au loin, disparaissant dans l'ombre, paraissant presque interminables. Elle s'assit sur le sol un moment. Lorsqu'elle s'appuya contre les étagères, un nuage de poussière vola dans l'air. Les restes des pages déchirées sur lesquelles des mots écrits par ceux depuis longtemps morts étaient préservés là-dedans. Comme si, par miracle, quelqu'un allait vouloir les lire et leur faire découvrir l'atmosphère étouffante de l'université. Sienna se dit qu'elle avait vraiment besoin de sortir le nez de ses bouquins. Cela faisait 1 an qu'elle avait terminé son cursus universitaire à Saint-Peter, où elle avait étudié la géographie. Ses amis avaient déménagé pour travailler à Londres, mais elle ne s'était pas sentie prête à quitter Oxford. Avec le temps,
Cet endroit était devenu sa maison. Elle avait alterné les emplois à court terme puis avait finalement atterri dans cette bibliothèque, espérant conserver cet emploi pour de bon. Mais à cet instant, alors qu'elle s'asseyait, entourée de vieux livres, Sienna comprit qu'elle ne renouvellerait pas son contrat de travail. Peut-être était-ce le moment d'abandonner et de déménager à Londres pour rejoindre les autres. Peut-être qu'elle devrait à nouveau essayer avec Ben. Ils avaient été inséparables au cours de ses 2 premières années à l'université, mais Ben était âgé d'1 an de plus qu'elle et avait trouvé un travail en ville après les examens finaux. Ils étaient restés ensemble la première année qui avait suivi, mais quand elle avait décidé de ne pas déménager, ils s'étaient éloignés l'un de l'autre, comme elle s'y était attendue. À présent, Sienna se sentait comme un bateau voguant librement sur les vagues. Elle aurait dû ressentir l'euphorie de la liberté, mais à la place, elle était restée sur le rivage. À cette période de sa vie, il lui semblait que Londres n'était pas une bonne solution pour elle, mais elle commençait à considérer cette option. Elle regarda sa montre et se leva brusquement, son livre à la main. Elle retourna sur ses pas, naviguant dans les rayons grâce à la signalisation au bout des allées, jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne cote. Elle s'empara du roman demandé puis se hâta de se rendre au bureau du directeur de la bibliothèque. Lorsqu'elle pénétra dans la chambre forte de la bibliothèque Radcliffe Camera, il la toisa du regard. Ses sourcils blancs et broussailleux s'arquèrent derrière ses lunettes à la monture métallique. Le mépris du directeur la frappa presque physiquement. Ce dernier tapota sa montre. « Désolée. Je vais dehors prendre ma pause », susurra-t-elle tandis qu'elle déposait le livre sur son bureau. Sienna se détourna avant qu'il ne puisse l'en empêcher et dévala les petits escaliers dont les marches menaient à l'extérieur. Le fond de l'air était frais. C'était la mi-juin, et même si le soleil illuminait l'endroit, il faisait toujours aussi froid. Alors qu'elle descendait les escaliers, Sienna alluma son téléphone, qui se mit immédiatement à vibrer pour signaler qu'elle avait raté des messages et appels. Sa mère l'avait appelée sans arrêt pendant 1 heure. Ce n'était pas surprenant. Cette dernière était surprotectrice, bien trop pour Sienna. Sienna se plaça sous le soleil, dans un coin de la place, à côté de la voie Brasenose, et rappela sa mère. « Salut, maman. Quoi de neuf? »« Oh, ma chérie, il s'est produit quelque chose d'affreux. Ton grand-père. » Sa voix s'éteignit pour être remplacée par de petits sanglots. Sienna fronça les sourcils. Son grand-père maternel était déjà mort et avait été pleuré. Elle se souvenait de lui comme d'un grand-père aimant qui lui montrait toujours quelque chose d'intéressant dans les arbustes et les champs proches du manoir où il habitait. Le père de son père était quant à lui de l'histoire ancienne, car elle ne l'avait ni vu ni entendu depuis qu'elle avait commencé le lycée. Il avait été présent lorsque son père avait disparu lors d'une étude géographique en Antarctique, puis avait soudainement déserté sa vie. « Qu'est-ce que tu veux dire? Que s'est-il passé? » Sa mère se moucha puis poursuivit. « Le corps de ton grand-père a été retrouvé ce matin à Bath, juste au bas de la rue de sa boutique de vieilles cartes. Ils disent qu'on l'a retrouvé au cœur d'une sorte de rituel. Une de ses amies, Bridget, m'a appelé pour m'apprendre la nouvelle. » Sienna en resta abasourdie. Son grand-père était mort. C'était irréel. Bridget a indiqué qu'il a laissé quelque chose pour toi. Elle aimerait te parler. La respiration de Sienna se bloqua. 10 ans plus tard, la douleur d'avoir perdu son père était toujours aussi vive. Malgré tout, les paroles de sa mère avaient éveillé sa curiosité. « As-tu son numéro? » Elle a dit que tu devais retourner à Bath, à la boutique de vieilles cartes de ton grand-père, et qu'elle t'y retrouverait. Après une pause, la voix de sa mère changea d'intonation. « Je ne pense pas que tu devrais y aller, ma chérie. Tu travailles maintenant. Tu es occupée. Je comprendrais que tu ne veuilles pas aller dans cette boutique qui sent le renfermer. À l'époque, quand je m'y rendais avec ton père, les lieux étaient toujours en désordre. Je suis sûre que Bridget peut t'envoyer cette chose. » Sienna n'écoutait qu'à moitié. Elle se remémora les instants lors desquels elle se perdait dans la boutique de vieilles cartes de son grand-père quand elle était petite, mais également de toutes les questions qu'elle se posait sur la façon dont le monde était représenté de 1001 façons.
Elle se rappela l'odeur du papier épais et de l'encre, la taille des cartes sur les murs et sur celles-ci, les petites rues complexes et les animaux imaginaires dans les recoins, les illustrations de rois morts depuis longtemps et les noms qui n'existaient plus, soigneusement calligraphiés. Elle se souvint avoir analysé les cartes dans ses mains et qu'elle pouvait presque sentir leur énergie vibrer, comme si elle souhaitait que Sienna y plonge magiquement. Puis, l'inquiétude sur le visage de son père lui revint, tout comme sa tristesse, comme s'il désirait qu'elle oublie le monde qui se cachait derrière toutes ces cartes. Après sa disparition, maman ne l'avait jamais ramenée là-bas. « Je vais y aller », répliqua Sienna, coupant le flot de paroles de sa mère. « Mais ton travail ?» Sienna leva les yeux vers le dôme de la bibliothèque Radcliffe Camera et les flèches de l'All Souls College d'Oxford, un groupe d'étudiants sortis de l'université Brasenose en discutant avec animation. Non, ceci ne serait plus sa vie, dorénavant. Ça ne fonctionne pas vraiment, pour être honnête, alors j'irai à Bath cet après-midi. Le trajet en bus ne prendra que quelques heures. Mais moi, je ne peux pas m'y rendre, ma chérie, et tu ne devrais pas y aller seule. J'irai juste à la boutique, maman. Je ne vais aller pas à la morgue ou quelque chose dans le genre. Sa mère soupira. Très bien, mais préviens-moi quand tu y seras. Ton grand-père fourrait toujours son nez partout. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit retrouvé en mauvaise posture et que tu en pâtisses, même s'il n'est plus de ce monde. Quelques heures plus tard, alors que le bus roulait à travers la banlieue de Bath, Sienna observait, à travers sa fenêtre, les belles terrasses géorgiennes couleur miel, caractéristiques du calcaire, qui rendaient l'architecture de la ville si célèbre. Bath était plus petite qu'Oxford, mais son importance historique était la même, et elle était inscrite au patrimoine de l'UNESCO grâce à sa partie romaine et à son abbaye médiévale. Tout ceci faisait de Bath une ville géorgienne thermale à la mode, rendue célèbre par les livres de Jane Austen. Sienna se souvint que son père parlait souvent de l'éducation de la famille Farren et du fait qu'ils avaient vécu dans le comté du Somerset pendant des générations. Il avait quitté cet endroit uniquement parce que sa mère voulait vivre à Londres. Le centre politique de la ville stimulait son travail humanitaire. Mais désormais, Sienna retournait dans le sud-ouest sans son père, et son grand-père était décédé. Elle était la dernière Farren de leur lignée. Le bus s'arrêta au centre-ville. Sienna sortit et passa devant des boutiques, dépassa la grande abbaye et grimpa la colline en direction du circus. Elle croisa un groupe de touristes américains aux abords du Queen Square dont le guide parlait fort. Cette place marque la base d'une clé. Le circus au sommet de la colline est, quant à lui, l'anneau de la clé. Vu d'en haut, on peut voir que tout ça forme un symbole qui rappelle celui de la franc-maçonnerie. Ce symbole est régulièrement retrouvé dans l'architecture de la ville, aux côtés d'autres symboles des temps druidiques. Sa voix se perdit dans le brouhaha de la circulation, tandis que Sienna continuait de grimper en direction du cercle d'arbres visible au sommet de la colline, à l'extrémité de la terrasse. Quand elle atteignit enfin le sommet, elle fit une pause pour reprendre son souffle et en profita pour admirer les maisons géorgiennes qui se courbaient pour former un cercle parfait. Elles avaient 3 niveaux de fenêtres, chacun flanqué de colonnes toscanes s'élevant vers le ciel bleu. Des épis de faîtage en pierre surplombaient les bâtiments. Entre chaque étage, une frise sculptée représentait des éléments nautiques, des serpents et des symboles maçonniques. Au centre du cercle se tenaient 5 énormes platanes sur une pelouse verte et luxuriante dont les feuilles bruissaient dans la brise. Ce paysage rappelait un passé royal et aurait dû être reposant, mais à présent, les rubans adhésifs jaunes fluo d'une scène de crime entouraient les arbres. Des officiers de police gardaient le périmètre, le visage impassible, et des touristes prenaient en photo ce curieux spectacle. Le cœur de Sienna cogna fort dans sa poitrine alors qu'elle traversait la route. Elle se rapprocha le plus possible du ruban. Les officiers de la scène de crime étaient toujours à l'œuvre, mais elle pouvait apercevoir, entre eux, le tronc de l'arbre le plus large. Même à cette distance, elle se rendit compte qu'il était couvert de sang. Que s'était-il passé la nuit dernière?
Son grand-père tenait une simple boutique de vieilles cartes. Pourquoi quelqu'un lui aurait voulu du mal? Peut-être que son amie Bridget serait à même de l'aider. Sienna s'éloigna et marcha vers la rue Brock, puis quitta la rue avant le Royal Crescent pour se diriger vers les bâtiments Elizabeth. Il formait une petite rue piétonne, bordée par un éventail de petites boutiques et de cafés, ponctuée par des fleurs colorées et des bancs en bois. Elle passa devant la vitrine d'un magasin de curiosités où une malle trônait aux côtés d'une croix sculptée dans du bois, provenant de l'une des églises en piteux état de la proche banlieue. Il y avait un établissement vendant des cristaux et des fossiles situé à côté d'une boutique, à travers la vitrine de laquelle on pouvait voir des peintures et des objets artisanaux, ainsi que des bijoux en verre. Plus loin se trouvait une galerie d'art, une bibliothèque de livres d'occasion et, au milieu de tout cela, la boutique de son grand-père. Tandis que les touristes donnaient vie aux autres boutiques, le magasin de vieilles cartes restait fermé, plongé dans le noir. Sienna alla regarder à travers la vitrine. Une vieille carte du comté du Somerset trônait au centre, ses collines marquées par des contours incertains. Posé sur un coffret en bois laqué, à côté de la carte, le livre de son grand-père sur l'histoire de la cartographie était ouvert, adossé contre un petit globe terrestre gravé. Même s'il faisait sombre à l'intérieur de la boutique, Sienna discernait le bureau de son grand-père dans le fond, entouré par des caisses remplies de cartes enveloppées de plastique et l'énorme globe terrestre qui l'avait tant fascinée quand elle était enfant. « Tu dois être Sienna. » La voix la fit sursauter. Sienna se retourna pour découvrir une femme aux cheveux sombres coupés ras. Ses yeux étaient d'un bleu perçant et ses courbes suggéraient que la femme avait plus de 40 ans. Son regard espiègle rappelait presque celui d'un elfe et lui donnait l'air plus jeune. Elle portait une longue robe faite de patchwork en lin, dans des tons verts, rappelant les champs du sud-ouest de l'Angleterre en été, et entremêlés d'un jaune clair, comme le colza. « Je suis Bridget Ronan, une amie de ton grand-père. Je t'ai reconnue grâce aux photos. Michael avait les mêmes cheveux blonds vénitiens, même si ça te va mieux à toi qu'à lui. » La voix de Bridget avait une douce intonation irlandaise, qui mit Sienna à l'aise. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Le sourire chaleureux de Bridget s'estompa. « Mes condoléances. Michael était un bon ami, et je le regrette déjà cruellement. Je t'en prie, suis-moi. » Elle sortit une clé de son sac, puis déverrouilla la porte avant de l'ouvrir. Sienna entra, et à l'odeur des cartes, elle se sentit aussitôt comme chez elle. Les cartes l'appelaient à travers les vitrines des étagères. Elle voulut en effleurer les frontières du bout des doigts, mais à la place, elle se dirigea vers le bureau de son grand-père et fit légèrement pivoter le globe terrestre du XVIIe siècle à la recherche des côtes barbaresques, cet endroit d'Afrique du Nord qui lui semblait si étranger quand elle était petite. Lorsqu'elle les trouva, elle suivit du doigt les contours d'une illustration représentant un grand singe étendu sur l'Algérie moderne. Un sourire se dessina sur son visage au souvenir des histoires que son grand-père lui racontait sur les temps passés. Elle se tourna vers Bridget. « Que lui est-il arrivé? » La femme inspira profondément et sortit une enveloppe de son sac. « Il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas, mais Michael m'a donné ça, au cas où quelque chose lui arrivait. Il allait avoir 80 ans. Il s'attendait à mourir bientôt, mais n'imaginait probablement pas que ce serait d'une telle façon. » Ses yeux se remplirent de larmes pendant qu'elle remettait l'enveloppe à Sienna. « J'ai besoin de m'occuper de quelques affaires en ville, alors je te laisse avec l'enveloppe. Prends ton temps. Je reviendrai dans environ 1 heure. Ça te va? » Sienna acquiesça et Bridget la quitta, laissant une odeur de fleurs dans son sillage. Sienna baissa les yeux vers l'enveloppe. Son nom y avait été écrit, avec l'écriture en patte de mouche de son grand-père. Chapitre 2. La clochette de la porte d'entrée annonça le départ de Bridget. Sienna prit une grande inspiration. Elle pouvait sentir l'odeur des vieilles cartes de la boutique. D'un bref coup d'œil, elle remarqua que son grand-père avait le sens du détail, notamment dans l'alignement des présentoirs muraux. De vieilles cartes valant des milliers de livres
étaient accrochés à côté de tableaux aux paysages saisissants. Elle se souvint que son grand-père lui répétait que la carte d'un cœur humain valait beaucoup plus que celle d'une ville. Ses yeux se posèrent sur le bureau de son aîné. Une vieille carte de Bath, dessinée sur du parchemin, était posée dessus. Il semblait que quelque chose s'était déversé sur les lignes qui formaient le circus, car on aurait dit qu'un voile rouge s'était installé à cet endroit. Pourquoi donc s'était-il rendu là-bas au beau milieu de la nuit? Sienna soupira. Elle aurait dû lui rendre visite ces dernières années. Après tout, Oxford n'était pas si loin de Bath. Même si sa mère les avait séparés, rien n'expliquait qu'une telle distance se soit installée entre eux à la suite de son départ pour Oxford. Son fils unique était mort et sa petite-fille s'était éloignée de lui. Il avait dû se sentir seul. La culpabilité l'envahit. Elle aurait dû être là pour lui. Mais aujourd'hui, il était trop tard. Elle décacheta l'enveloppe. À l'intérieur, un bout de papier couleur ivoire était daté d'1 an plus tôt. Chère Sienna, au moment où j'écris ces lignes, tu viens tout juste d'obtenir ton diplôme de l'université d'Oxford. Je suis si fière de toi, et je sais que ton père l'aurait été également. La géographie nous a toujours passionnés, ton père et moi. J'espère qu'elle te captive toujours autant. Je te prie de me pardonner. J'aurais aimé que nous soyons plus proches, mais le manque de temps et les circonstances se sont immiscés entre nous. Si tu lis cette lettre, cela veut dire que je ne suis plus de ce monde. J'espérais t'éviter ceci, mais notre famille a toujours répondu à l'appel, et c'est maintenant à toi d'intervenir. Bridget sera plus à même de t'en apprendre davantage. La boutique de cartes t'appartient désormais. Je me suis occupée de toute la partie administrative et elle est à ton nom, tout comme les comptes en banque et l'appartement situé au-dessus. Certains tenteront de s'emparer du magasin et de son contenu, mais les cartes t'appartiennent à présent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.